Au désordre qui règne au sein des assises nationales du Palais du Peuple, les présidents du mouvement pour les renouveaux, l'honorable Clément Kankou, décide de claquer la porte. Dans le cadre de la restitution de sa nouvelle création artistique, l'Opéra de Kinshasa organise un concert d'opéra le samedi 28 septembre au Café Mozart. Les négociations de Kampala interrompues redémarrent avec des profondes divergences entre la partie gouvernementale et les rebelles du M23. Dossier complet dans ce journal. Antenne A, le journal Mamitambu Manta. Ça a toujours été un plaisir pour Antenne de vous retrouver pour suivre l'essentiel de l'actualité. Ce mercredi, au Palais du Peuple, les délégués aux concertations nationales ont approuvé par dévers le Présidium le choix de 25 personnes comme co-modérateurs, co-rapporteurs et co-rapporteurs adjoints. Il s'agit entre autres de Olivier Kamitatou, Gilbert Kiakwama, Marie-Madeleine Kalala, Michel Bongongo, Moïse Niarugabo et Eugène Serofouli. Le reste avec Eric Isami. Quatrième jour pour les concertations nationales, mercredi 11 septembre 2013, l'Assemblée plénière a entériné les choix de 25 délégués concertateurs, dont 2 femmes. De ce groupe de 25, 10 sont co-modérateurs, 10 sont co-rapporteurs et 5 autres sont co-rapporteurs adjoints. Aussitôt, le groupe de 25 a été présenté officiellement devant l'Assemblée et le non-respect du quota réservé aux femmes, chantre de la parité, a fait fâcher. Pour Fifi Osambia, par exemple, elle n'a pas été contactée, encore moins les autres délégués dames comme elle. Parlant de cette réalité, même les délégués hommes l'ont également soutenu, mais aussi certains autres concertateurs affirment que cela est à placer dans les comptes de l'ambiance du jeu démocratique dans un pays. Si mardi, chacun des délégués concertateurs a reçu son kit des documents de travail, mercredi 11 septembre 2013, chaque concertateur connaît déjà son groupe thématique et surtout les co-modérateurs, co-rapporteurs et co-rapporteurs adjoints pour travailler, c'est-à-dire réfléchir, examiner en profondeur chacune des thématiques retenues sous forme des états généraux. Ensuite, les rapports seront soumis en plénière pour approbation par le mode de consensus retenu. Et à propos justement de ces concertations nationales, Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau, a claqué la porte à ces assises. Il a fait savoir aujourd'hui au cours d'une interview accordée à Ndaye Ilambouchi et Nora Olondo Iloua au siège de son parti politique. 5 jours après son ouverture, des assises de concertation nationale perdent déjà un de ses poids lourds. Après avoir constaté l'inefficacité des travaux, un problème d'ordre organisationnel et le non-respect des cahiers de charges de l'opposition, le leader du mouvement pour le renouveau, Clément Kankou, claque la porte. Je suis aujourd'hui convaincu de l'inefficacité des travaux. Et j'avais même fait allusion aux participants qui viendraient de l'intérieur, même de l'extérieur. J'avais fait allusion aux participants de Kinshasa. Et j'avais dit qu'à cette allure, on allait avoir beaucoup de soucis pour l'organisation de ces concertations. On ne m'a pas suivi. Pour l'avenir de ces grands rendez-vous nationaux, l'élu de Dibaya le voit sombre. Nous nous retirons de ces concertations. Nous souhaitons bonne chance à ceux qui y restent, mais nous osons croire que ces concertations ne vont pas aboutir à une issue heureuse et la cohésion nationale tant recherchée. Nous craignons que cela ne puisse pas arriver et malheureusement, nos frères et sœurs de l'Est vont continuer à souffrir de cette situation. Finalement, le train de concertation nationale a du mal à quitter la gare aux grandes dames du peuple congolais. Il y a exactement 2 ans, Joseph Kabila, accompagné de son épouse et de ses 2 enfants, allait déposer sa candidature à l'élection présidentielle de 2011 au bureau de réception et de traitement de candidature BRTC CENI ici à Kinshasa. C'est 11 septembre-là, Évariste Bochab, secrétaire général du parti présidentiel, a affirmé notamment que le candidat président représente, je le cite, le destin du peuple congolais.
Nous vous le disions hier que les négociations de Kampala entre la délégation congolaise et le rebelle du M23 avaient repris hier dans la capitale ougandaise, mais jusque-là, les violents ne semblent pas s'accorder entre les deux parties. Le point de convergence et de divergence avec Papi Katassi. Jours aux deux parties pour aboutir à un accord. À la lumière des discussions précédentes, ici est de noter que les deux parties ont des points de divergence et de convergence. À ce stade, l'unique point d'accord entre les deux parties réside dans la reconnaissance mutuelle du degré d'applicabilité de l'accord de 2009. 65% des éléments de l'accord ont été réalisés, tandis que les 30% restent à faire. Dans le chapitre des accords, on dénote que Kinshasa refuse l'intégration des éléments armés du M23 au sein des FARDC, tel que souhaité par le mouvement rebelle qui, en dernière minute, refuse cette intégration au prétexte que les FARDC ne présentent pas une bonne image. Face à l'amnistie réclamée par l'M23, Kinshasa dit non et préfère exiger la réclamation de la responsabilité des crimes de guerre, crimes contre l'humanité des secteurs responsables du M23. Le M23 qui dit occuper tous les territoires de Rutshuru exige la création d'une zone tampon qui puisait gérer tout cet espace, y compris des ressources humaines et naturelles. Pour Kinshasa, prendre acte de cette exigence laisse la place à une balkanisation de la RDC. Deux autres points pourront bloquer le processus, la neutralisation des FDLR qu'exige le M23 ainsi que le retour des réfugiés congolais. Pour le gouvernement de Kinshasa, la question soulevée est rwandaise Dixit Kinshasa. Cryptus Kiyonga, facilitateur de pourparlers, est obligé de sortir les grands jeux pour arriver à faire signer un document unique aux deux parties. Sinon, on risque de dépasser les délais de 14 jours et voir le conflit s'enliser davantage dans la sous-région. Et le commentaire précédent nous permet de parler des nouvelles attaques contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et selon une dépêche publiée ce mercredi par l'agence Chine Nouvelle, la société civile du Nord Kivu dénonce une planification de nouvelles hostilités du M23 contre les FARDC. Dans un communiqué publié par cette société civile, il s'est tenu jeudi dernier à Gisenyi au Rwanda une rencontre ayant mis autour d'une table les hauts officiers de l'armée rwandaise et ceux du M23 qui avaient pour objectif, je cite, de planifier la relance de nouvelles hostilités, de nouvelles attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. Fin de citation. Et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a constitué l'unique point abordé ce mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. La suite avec Patricia Amélie et Pipito Matuto. Il y a accalmie sur la ligne de front. Au Nord Kivu, la MONUSCO a pris toutes les dispositions pour contrer une éventuelle menace du M23 vers la ville de Goma. Le porte-parole de la MONUSCO a expliqué le bien fondé des opérations conjointes menées entre les FARDC et les forces onusiennes, sans oublier le pourparlers de Kampala qui concilie les interventions diplomatiques et militaires. Ce sont des négociations qui sont en cours. Les partis doivent tout naturellement mettre sur la table leurs revendications. Et nous espérons qu'à la fin, dans les 14 jours impartis par les chefs d'État du CIRGL, les deux parties vont s'entendre et nous attendons que ces résultats au bout des 14 jours. D'abord, les guerres, ce sont une continuation d'une politique. C'est lorsque on n'arrive pas à s'entendre sur le plan politique qu'on fait la guerre. Mais lorsqu'on fait la guerre doit s'arrêter sur des négociations. Si le M23 ne veut pas désarmer et continue à constituer une menace sur la population civile, notre mission est claire. Les gens n'ont pas baissé la garde, les planifications continuent dans une parfaite coopération avec les FARDC et au moment opportun, toutes les dispositions seront prises pour mettre à exécution les planifications qui ont déjà été menées afin de contrer toute offensive. M23 a prouvé à suffisance sa capacité de nuisance. Parce qu'à partir du moment où, sans discrimination, le M23 s'est mis à tuer des populations civiles, alors que les combats se passent sur la ligne de front à Kibati, je pense que, aussi bien du côté FARDC que du côté de la MONUSCO, notre détermination est sans faille
et nous ferons face à toute velléité offensive du M23. Sur le plan humanitaire, dans le district d'Elitouri, plus de 100 000 civils sont en urgence dans le sud du Roumou depuis le septembre dernier. Au volet développement, un tribunal de paix s'installe dans les territoires de Massissi. Les juges de paix ont été nommés par le président de la République et prendront leurs fonctions le 17 septembre 2013 avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. On reste dans la région, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo, où Tina Itelman, présidente de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, et Peter Deban, un directeur exécutif de fonds au profit de victimes de structures de la Cour pénale internationale. Ces pays séjournent depuis le week-end dernier à Bunia, en province orientale. Les deux personnalités sont venues évaluer les activités d'assistance générale menées par ces fonds. Nos activités d'assistance générale qui sont menées par le fonds sont liées par le fait qu'il y a une juridiction de la CPI en République démocratique du Congo, mais il n'y a pas de lien direct avec les cas qui sont devant la Cour, les cas Lubanga ou Tanganda, a déclaré Peter Deban. Et pour clore ce chapitre lié à la sécurité, retenez que le dossier de Madagascar et la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo seront à l'ordre du jour au sommet de la Troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'éteindra à Windhoek, capitale de la République de Namibie, le 11 septembre. Ce sommet de la Troïka de la SADC verra la participation de la Namibie, la Tanzanie et du Lesotho. Elle a été précédée du 9 au 10 septembre de la réunion du sous-comité de la défense et celle du comité ministériel de l'organe. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Roman Tshibanda, y participe. Autre nouvelle du jour, le traitement comptable de la taxe sur la valeur ajoutée a fait l'objet d'une formation suivie par le cadre de la Société nationale d'assurance. Du 2 au 9 septembre dernier à Kinshasa. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités du personnel dirigeant de cette entreprise du portefeuille en vue d'être plus compétitif. Willy Kessa. La transformation de la SONAS en entreprise commerciale ne cesse de faire réfléchir la hiérarchie de cette entreprise du portefeuille sur des dispositions à mettre sur pied pour être plus compétitive et vaincre la concurrence dans les jours à venir. Voilà pourquoi, durant ces jours, les directeurs et autres cadres ont suivi une formation approfondie sur les traitements comptables de la taxe sur la valeur ajoutée et ses incidences fiscales à la SONAS. Il nous revient de reconnaître les efforts soutenus de Madame l'administrateur déléguée AI qui, à travers les directeurs et cadres que nous sommes, vient une fois de plus relever la SONAS au rang d'entreprise susceptible de tenir la concurrence. Les participants à cette formation, dont la clôture est intervenue ce lundi 9 septembre, ont bénéficié du savoir-faire de leurs collègues du Conseil permanent de la comptabilité. Qu'à votre retour dans vos entités respectives, que vous allez capitaliser et consolider les acquis de ces séminaires. Contente de l'aboutissement heureux de la formation, Carole Aguito Amela, administrateur délégué de la SONAS, n'est pas allée par les dos de la cuillère pour exprimer sa satisfaction. Sa dette fiscale. Le souhait de la direction générale est qu'au sortir de cette formation, la tâche de la direction des comptabilités soit allégée concernant la centralisation de toutes les opérations comptables tenues dans les différentes agences à travers la République. Qu'en pensent alors les participants à cette formation? C'était important que les cadres comptables financiers puissent maintenant maîtriser les implications ou les modalités d'application de l'impôt en République démocratique du Congo. Puis s'en est suivi la remise des brevets de participation aux participants. L'assurance peut être aussi médicale et bien en santé sous l'invitation du Centre international pour la promotion de l'Afrique. Les médecins formateurs du groupe ICIRN de Bruxelles séjournent à Kinshasa depuis le samedi 7 septembre 2013 dans le but d'apporter une formation efficace au corps médical congolais. Complément d'information avec Natacha Boumongo et Douzaine Bélébélé.
Dans les soucis de maintenir et protéger l'état de santé des Congolais, le Centre international pour la promotion de l'Afrique (CIPA) s'est chargé de faire venir le médecin formateur des hôpitaux publics de Bruxelles pour une formation continue pour le corps médical de Kinshasa. Pour ce faire, des séminaires et ateliers de réanimation s'organisent, entre autres, sur la discussion de problèmes de tuberculose, du sida et des maladies pulmonaires. Ce n'est pas tout, ces formateurs aussi travaillent avec les services d'urgence en leur montrant leurs techniques de réanimation selon le standard actuel. Cette ONG a signé plusieurs conventions avec 12 hôpitaux belges pour organiser les stages de recyclage de médecins à une durée de 6 à 8 semaines en Belgique. Qui travaille depuis 5 ans dans le cadre de renforcement des capacités pour nos professions de la santé. Imaginez que le plan national de développement de la santé 2011-2015, quand vous allez lire à la page 47, vous allez trouver qu'on parle localement que la formation en cours d'emploi pour les professionnels de la santé est déficitaire. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas retirer les diplômes, que ce soit de nos médecins, que ce soit de nos infirmiers, les héros en l'ombre qui travaillent d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de les appuyer dans ce qu'ils font. Le docteur Chosrat, chef de service de soins intensifs et urgences d'un hôpital public de Bruxelles, précise les 2 missions essentielles de cette formation. Il y a deux missions essentielles. La première, de visiter les hôpitaux et d'évaluer les besoins en matériel, en formation. Et deuxièmement, parallèlement à ça, c'est donner des formations théoriques sur des sujets préoccupants pour le monde et notamment RDC, l'accès à la réanimation de base, donc les réanimations sur le terrain, les plans catastrophes, mise en route de plans catastrophes. Donc mise en route de plans catastrophes veut dire s'il y a une grosse catastrophe dans le pays, comment est-ce que les secours médicaux vont pouvoir gérer cela. Pour rappel, CIPA, une ONG de droit congolais, existe depuis 5 ans. La formation a commencé à l'hôpital sino-congolais, hôpital de Sète, centre handicapé, la maternité de Kitambo, pour se poursuivre à l'hôpital général de la référence Mamayemo. Vous avez certainement entendu parler de maladies de la peau. Eh bien, on en dénombre plusieurs. Patricia Abassoua a choisi de vous parler aujourd'hui dans sa rubrique santé du vitiligo. On va découvrir. Le vitiligo est une dermatose acquise de cause inconnue qui provoque une décoloration progressive de la peau. Cette maladie affecte sérieusement la qualité de vie des patients qui en sont victimes. Il touche autant d'hommes que des femmes de peau blanche ou colorée. Il débute 1 fois sur 2 avant l'âge de 20 ans. Le vitiligo vulgaire est la forme la plus fréquente de l'affection. Il se déclenche souvent pendant la période estivale sur des zones exposées à la lumière après un coup de soleil, un traumatisme ou un stress intense. On sait détecter le vitiligo en effectuant un examen à la lumière noire ou la prise de sang. Le traitement s'est fait par les dermocorticoïdes et les inhibiteurs de la calcinévrine. C'est le traitement de première intention des vitiligo débutants. L'efficacité des dermocorticoïdes est améliorée par la photothérapie qui peut être réalisée parallèlement. Ainsi, il est recommandé des dermocorticoïdes forts comme le locoïde, le Betsneval ou très forts comme les dermoval et les diprolènes qui comprennent des risques pour la peau en cas d'utilisation prolongée. N'oubliez pas que le plus grand traitement est la prise en charge psychologique des patients. En éducation, 2 semaines après la rentrée de classe, un bon nombre d'écoles de la ville de Kinshasa ont atteint leur effectif en termes d'élèves pour l'édition 2013-2014. Paul Ziekiao a fait le constat dans certains établissements scolaires. Les élèves qui ont traîné les pas à la maison ont rejoint massivement les classes 1 semaine après la rentrée scolaire. Les chefs d'établissement tout heureux donnent les statistiques en termes d'élèves. Nous avons fini la semaine avec 115 élèves. Aujourd'hui, déjà mardi 10 septembre 2013, j'ai dans les salles de classe un effectif de 167 élèves. Nous attendons un effectif de 250 élèves. Et nous savons qu'avant la fin de cette semaine, tous ces enfants qui traînent encore à la maison
vont devoir rejoindre leurs amis qui sont déjà là depuis la rentrée. Soucieux de faire mieux, les écoles ont mis à la disposition des élèves des outils informatiques et un laboratoire pour leur pratique. J'avais demandé à mes enseignants de nous focaliser tous au cours de cette année pour faire le meilleur de nous-mêmes, former nos enfants pédagogiquement, moralement, physiquement, spirituellement et surtout que nous ayons vraiment de bons résultats. Nous allons partir de l'année passée pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Ça va nous servir de base. C'est donc parti pour l'année scolaire 2013-2014, espérons qu'elle se passera sans accroc. Et cette information intéressante en culture ou dans le cadre de la restitution de sa nouvelle création artistique, l'Opéra de Kinshasa organise un concert d'opéra le samedi 28 septembre prochain au Café Mozart. Au cœur de son répertoire figure la flûte enchantée. Aux amoureux de la culture, José Moussangana nous en parle. C'est l'histoire d'un prince qui part à la recherche de sa princesse emprisonnée dans une brousse. En route, il rencontre beaucoup d'obstacles. C'est en substance ce que l'on peut retenir de la flûte enchantée de Mozart qui sera interprétée par l'Opéra de Kinshasa le samedi 28 septembre prochain au Café Mozart. Une restitution par rapport à tout ce que nous avions eu à créer avec les instruments traditionnels. Donc de l'opéra de Mozart, la flûte enchantée, son dernier opéra, avec les instruments traditionnels. Juste que c'est une restitution pour voir un peu qu'est-ce que ça donnera encore si on faisait le tour ensemble. Voilà, c'est juste une petite restitution, mais sous forme d'un petit concert, quoi, pour présenter au public ce que nous sommes en train de faire avec des instruments traditionnels et modernes. Donc c'est la fin du mois, déjà le 28. C'est pour ce 28 septembre. À 18h30 au Café Mozart, ici même au Café Mozart, là où il y a le siège de l'Opéra de Kinshasa. Fidèle à son style, axé sur le brassage classique traditionnel, Opéra de Kinshasa organise aussi un festival international d'opéra du 29 novembre au 1er décembre 2013. La passe sportive à présent d'abord après son élection à la tête de la Linafoot. Le comité entrant qui dirige Simon Kayoyo a fait la remise reprise avec le comité sortant qui dirige Yves Chibal. La cérémonie a eu lieu hier au siège de la Ligue nationale de football, Papikatassi Rigomdo. Après 2 mandats à la tête de la Ligue nationale de football, Gilbert Chibal Yav laisse la place à Simon Kayoyo, nouvellement élu à la tête du comité de gestion de la Ligue nationale de football. La cérémonie de remise et reprise entre les comités sortants et entrants a eu lieu le mardi 10 septembre au siège de cette institution à la Gombe. Yav Chibal, fidèle à sa ligne, tout en souhaitant bonne chance au comité entrant, a fait son coup de gueule rituel en déclarant que le football congolais doit être libéré. Mais je viens de vous le dire, que le libérer, d'abord, il faut que le football soit géré par ceux qui doivent gérer le football. Et les joueurs doivent jouer, les équipes doivent jouer. C'est simple. Si nous inversons, que ce sont les équipes maintenant qui donnent des injonctions, là, ça ne va pas. Conscient de la lourde mission qui est la sienne, Simon Kayoyo a promis de se surpasser. Nous reconnaissons que la tâche qui nous attend est très ardue. C'est très lourd. Comme il vient de nous le dire, ce n'est pas facile. Mais il faut beaucoup de bonne volonté. Il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'impartialité dans les traitements des dossiers. D'aucuns s'interrogent sur le changement verbal de l'ancien président de la Ligue nationale de football qui, à l'époque, a eu la langue dans sa poche pour ne pas dénoncer les faits comme il est fait à présent. Mais tout de même, Simon Kayoyo et son équipe doivent désormais avoir les yeux rivés vers la nouvelle formule du championnat national.
Et l'entente urbaine de judo Kinshasa-Ouest a organisé la deuxième journée de son championnat hier au stade de Martyrs. 4 combats étaient au rendez-vous pour déterminer la position de chaque club. Patrick Borel-Moukinsi nous en parle. La deuxième journée de l'entente urbaine des judo de Kinshasa-Ouest s'est poursuivie le mardi au stadium de Martyrs de la Pentecôte avec 4 combats qui a tenu en haleine les amoureux de la discipline des Jigoro Kano. Le premier combat a vu Saint-Joseph des Matongé s'imposer 4-1 face à l'école de formation Centrakin de Kinshasa. Le judo club Kasavubu n'a pas pu résister à la fougue de Sainte-Marie-Goretti de Kauka 1-4. La formation des Guéda qui a fait la pluie et les beaux temps du Noblard a été ridiculisée par les Kosovars de Marseille 1-4. Et les derniers classicos, le judo club n'en parle pas de Maître Django Muzamabe a reçu une leçon de judo devant Senocène de Barumbu. L'un des judokas de Saint-Joseph qui a gagné son combat par Hippon a remercié le public qui l'a soutenu du début jusqu'à la fin. Je suis très content, je viens de gagner comme vous venez de voir là. En tout cas, c'était pas facile parce que mon adversaire, je le connais trop bien. Et c'est un adversaire de taille, il n'était pas peu. Mais Dieu merci. Aussi, mon entraînement, ma préparation a pu répondre, j'ai gagné. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Matongé, Kasavubu, je suis de cœur avec vous. Et à la prochaine, je ferai encore de mieux pour vous satisfaire comme d'habitude. Le Jukin Ouest et Est prévoit pour le samedi et dimanche les quarts de finale. Autre continent, autre actualité, vous vous souvenez bien de la date du mardi 11 septembre 2001 et aujourd'hui 11 septembre 2013, il y a exactement 12 ans jour pour jour, les villes de New York et de Washington DC étaient la cible des attentats meurtriers perpétrés par 19 terroristes qui venaient de détourner des avions en ligne. On va lire la presse avec Sylvie Fortuné. Bonsoir. L'actualité dans les parutions de ces mercredis reste dominée par le Concertation nationale. Le Dépêche de Brazzaville note qu'après avoir consommé 4 jours à discuter sur les détails organisationnels, l'on croit savoir que les différents états généraux pourraient enfin entrer en activité ces mercredis. Jusqu'hier, les délégués attendaient encore leur kit de travail et leur inscription dans les états généraux répartis dans les 5 sites retenus pour abriter les travaux thématiques. À l'allure où vont les choses avec le retard déjà concédé par rapport au début des travaux, d'aucuns craignent que le délai de 15 jours imparti à ces forums, conformément à l'ordonnance présidentielle, l'instituant ne soit respecté et que l'effectif du départ ne soit dépassé. Pendant que les uns sont au travail, certains boudent les débats contre l'intérêt du peuple. Douche froide à Chichi et Kamere mentionne Africa News. D'avoir dit non aux concertations nationales, Kamere, le leader de l'UDPS, chez Chichi Boys et tous ceux qui pensent comme eux ont affiché une attitude contradictoire à leur engagement face aux attentes des électeurs. Ils prétendent méconnaître la légitimité et l'autorité de Joseph Kabila tout en siégeant au Parlement où ils travaillent pour un mandat qui a un programme dont l'auteur n'est autre que ces mêmes Kabila. Ils s'enferment dans la contestation tout en touchant des émoluments générés par un gouvernement qui répond du président de la République. Pendant que certains boudent, d'autres claquent la porte de ces assises, Clément Kankou quitte les concertations, s'exclame la prospérité à sa une. Président du mouvement pour le renouveau, l'honorable Clément Kankou a pris activement part aux travaux du comité préparatoire de concertation nationale pour favoriser, dit-il, un vrai dialogue inclusif et franc entre toutes les parties. Mais après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture de ces forums marquée par les discours du chef de l'État, l'élu de Dibaya au Kasaï occidental a décidé de quitter le train de ses assises. Après analyse de propos du président Kabila, le MR de Clément Kankou dénonce l'escamotage de certaines questions fondamentales qui auraient pu, à son avis, décrisper réellement l'atmosphère et favoriser la vraie cohésion nationale. Le MR a insisté sur la nécessité indubitable d'une rencontre entre le président Kabila et Etienne Tshisekedi afin, souligne-t-il, de vider la question relative à la légitimité. Dans un autre registre, le phare note à sa une Kinshasa et le 1-23 dans les rounds d'observation.
Avec la présence des experts de deux parties en territoire ougandaise, la crainte de la rupture totale du dialogue entre Kinshasa et sa rébellion est momentanément écartée. On croit savoir que les deux parties redoutent les répercussions néfastes d'un refus de dialoguer, étant donné que le retour à la table des négociations découle de la volonté des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine et des USA de voir la crise congolaise être résolue par une solution négociée. Après 14 jours Kampala, l'option militaire est inévitable. Les guides notent qu'après l'expiration, le lundi 9 septembre, de l'ultimatum des chefs d'État de la CIRGL pour la reprise de pourparlers entre le gouvernement et le 1-23, c'est finalement hier mardi que les discussions ont repris. Seulement, il est fort à parier que ces échanges n'apportent pas grand-chose après 2 semaines, étant donné que Bertrand Bisimwa, chef politique du 1-23, a fait une déclaration le dimanche dernier selon laquelle son mouvement était prêt à désarmer et retourner à la vie civile, mais à des conditions. La première, la neutralisation des FDLR et le retour de réfugiés congolais Tutsi. Ces 2 conditions ne sont autres que de la provocation. Réponse du berger à la bergère, côté gouvernement, la réplique n'a pas tardé à venir. Sans embâche, François Mambachi-Chimbi a indiqué que les délégués gouvernementaux s'est rendu à Kampala pour clôturer les négociations débutées depuis 9 mois. Ainsi, tout est parti pour une rencontre de routine entre les délégués du gouvernement et le 1-23, étant donné que le mouvement rebelle est déterminé à jouer à la digression jusqu'à la fin. Terminons cette revue de presse avec la nouvelle des athlètes congolais qui sont portés disparus à Nice. 10 athlètes, dont 2 cyclistes, 7 basketteuses et 1 footballeur ont disparu en France, où ils sont partis au nom de toute une nation, représenter plus de 65 millions de Congolais au 7e jeu de la francophonie. Les ministres de sport qui déplorent ces comportements dit avoir alerté la police française qui y travaille déjà rapporte à Prospérité. Baudin Banza Moukalai ne donne pas beaucoup de chance à ces athlètes car, dit-il, ces services détiennent tous leurs passeports. Fin de cette revue de presse. La prochaine, c'est demain à la même heure. Bonsoir. Ce journal est complètement terminé. Merci infiniment de l'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de consulter notre site internet www.antenneatv.com. Je vous retrouve encore demain à 19h avec le même plaisir, s'il plaît à Dieu. À demain.